Chers téléspectateurs, bonjour. Quel bonheur de passer ce moment avec vous. Vous regardez Midi Ensemble sur i24 News. Au programme, aujourd'hui, nous parlerons de la venue de Michel Fugain ici en Israël. Il nous a accordé une longue interview au centre de Tel Aviv. Il a fait une vraie déclaration d'amour à Israël, vous allez voir. Au menu également, le tournoi de golf Edmond de Rothschild. C'est une grande première en Israël. Isabelle Dajoud n'a rien raté pour vous de cet événement. Et puis enfin, Julia Ganancia vous propose une séquence spéciale automobile. Alors surtout, restez là. Michel Fugain et sa femme étaient en Israël. Ce voyage dans le cadre du tournage de la version française d'une émission israélienne, Aruf Shahamouch Lemet, qui veut dire les vacances parfaites, créée par Eretz Dan. Le concept, faire visiter Israël en utilisant les réseaux sociaux. Une émission qui cartonne ici en Israël et qui espère le même succès en France. Nous l'avons rencontré au centre de Tel Aviv et je peux vous le dire, il m'a conquise. Regardez. Michel Fugain, bonjour. Merci de nous avoir. Moi, ça va bien. Et vous, comment allez-vous? Magnifiquement. Je suis complètement crevé, mais c'est bon. Très peu de gens savent que vous êtes un ami d'Israël. Ce n'est pas la première fois que vous venez en Israël. Qu'est-ce que vous aimez en Israël? Qu'est-ce que vous trouvez dans ce pays? Pourquoi il est spécial, ce pays? J'aime pas uniquement parler d'un pays, parce que sinon on a l'impression d'un truc géographique. Moi, c'est un peuple. Le peuple juif, je le connais pas mal, je crois. Quand je dis le peuple juif, je sais de quoi je parle. C'est un peuple qui a une identité, une vraie identité, deux identités en tout cas que je connais, et je les connais les deux. Et je connais la gentillesse de ce peuple. Moi, j'ai vécu, a priori, goy, même si je suis le goy le plus juif de Paris. C'est vrai que c'était ce que vous avez déclaré à un de nos collègues. Vous pensez toujours la même chose? J'ai été déclaré le goy le plus juif de Paris. Est-ce qu'on est de goy? Je sais pas si on a encore la possibilité d'être goy avec les brassages humains. Pourtant, vous êtes français pur souche, puisque vous êtes né... Non, je ne suis pas français pur souche. Je suis... Grenoble, non? Je suis... Non. Je suis un matiné de Savoyard, mon père, et d'une Italienne, qui était ma mère, avec des grands-parents qui s'appelaient Casali, c'est-à-dire en gros Casals, au pluriel, et une grand-mère qui s'appelait Alessi. Quant à ma mère, elle s'appelait Marie-Louise Esther. Ah. D'un seul coup, tout le monde fait ah. Donc peut-être qu'il faut chercher. Il y a de grandes chances que mes grands-parents... Ma grand-mère est morte avec un missel dans la main, hein, c'est-à-dire, peu importe, mais je pense que ça serait des descendants des Maranes, que ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, bon, vous êtes fan d'Israël parce que vous êtes venu plusieurs fois, vous avez réalisé de nombreux concerts ici, mais les Israéliens sont aussi fans de vous. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces artistes qui, à la dernière minute, ne viennent pas parce qu'ils cèdent aux pressions du BDS? Vous pensez qu'il faut avoir peur de venir ici en Israël chanter? Je ne sais pas, je ne suis pas à leur place, je ne sais pas pourquoi ils ne viennent pas. Ils ont peut-être peur de leur ombre. Je ne sais pas, j'aurais tendance à dire, parce que je me crois saltimbanque, que ce ne sont pas des vrais saltimbanques, parce qu'un saltimbanque, il n'y a pas peur de comme ça. Puis je vais vous dire, je vais vous répondre aussi d'une autre manière. Je vis en Corse, j'habite la Corse, j'habite en Corse. Et chaque fois que je dis que j'habite en Corse, il y a dans mon métier des mecs qui font « Mais putain, t'es fou, comment t'habites en Corse? Mais t'as pas peur ?» D'autant que vous n'êtes pas corse et votre femme non plus. Ben non. En habitant en Corse, je connais la Corse depuis très très longtemps. C'est un pays d'une douceur incroyable. Et là, je me balade depuis 3 jours hein, en Israël et c'est un pays d'une douceur. On passe son temps au soleil. C'est un pays où les rapports sont doux, les gens sont gentils. Il y a hospitalier, quoi. Et puis, dès qu'on parle, dès qu'ils savent qu'on s'intéresse à Israël et à ce qui s'y passe, ils disent bienvenue, quoi. Et puis, tout du long de ce voyage, je rencontre des gens. Alors, il y a des francophones, hein, c'est des juifs francophones, dont certains sont installés là, dont d'autres qui sont venus voir ceux qui sont installés là. Et ça commence, c'est le tof. Et j'adore la chaleur de ça, j'adore la chaleur. Alors vous avez été aussi interviewé dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC et vous êtes revenu sur les propos justement de Nadine Morano qui a déclaré que la France est un pays de race blanche et vous avez dit que vous souhaitiez que la France reste la France et qu'elle ne devienne pas musulmane au risque de perdre son identité. Et donc ces propos... Moi j'ai dit ça? Oui, et ces propos ont provoqué un tollé.
Je n'ai jamais dit ça. Vous voyez, donc ça a été déformé. Non, oui, c'est très déformé. En fait, je n'ai parlé que d'une chose, c'est-à-dire j'ai parlé à un certain moment de race. Et d'abord, nous ne sommes pas des races, excusez-moi, nous sommes de race blanche. Les Israéliens sont étymologiquement des gens de race blanche. Mais je tiens à ce qui... Moi, personnellement, j'aime les races. J'aime l'idée des races. Je suis un vieil homme, on est bien d'accord. Hein. Donc, j'ai été élevé dans cette idée que nous avions des races différentes, mais il n'y a pas une race qui prime sur une autre, qu'on soit clair. Et Nadine Morano, elle dit ce qu'elle veut, je m'en fous. Mais après réflexion, puisque j'ai eu vent de ça, je me suis dit, mais pourquoi ils m'ont fait chier avec ce truc-là? Et je vois venir, non pas le complot, mais quelque chose qui a quelque chose à voir avec une espèce de complot universel qui voudrait qu'on abolisse aussi le système des races pour faire quoi, finalement, une espèce de citoyen planétaire, un individu planétaire, lisse, bien lisse, qui va acheter exactement la même chose en Afrique, en Europe, en Australie et en Asie. On lui vendra le même produit. Je déteste cette idée-là. Je déteste cette idée-là. Et ça, c'est l'idée de la World Company, tu sais, de la World Company des Guignols. Je déteste ces gens-là, je les hais profondément et ils m'auront pour ennemi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ces gens qui veulent raboter les différences pour pouvoir nous vendre les mêmes produits de la même manière. Et je pense que quand on a des races, j'entends une race, c'est une identité. Et que cette identité implique des choses et que c'est plus riche si on est des races que si on est tous les mêmes. En tous les cas, Michel Fugain, vous avez quand même un franc-parler. On sait que vous avez quand même un caractère bien trempé. On se rappelle de cette journaliste qui est venue vous interpeller après un concert et vous a dit pourquoi vous reversez vos fonds à l'ASI. C'est une association qui soutient Israël. Et vous lui avez simplement répondu ne venez pas à mon concert. Ah, dégage. Quittez, toi, pour venir d'abord me dicter une conduite. Vous pensez que les médias français sont anti-israéliens? Je crois qu'elle avait tort, excusez-moi. Je crois qu'elle avait tort parce qu'elle confondait une association avec une autre. Votre avis, j'ai un vrai sens de l'amitié. À partir du moment où j'ai confiance dans mes amis, quand un ami de quelque côté qu'il soit, non pas de quelque côté, mais quelque race qu'il soit, quelque philosophie qu'il développe, si c'est un ami, je sais que quand il me demande de venir, je sais qu'il ne me triche pas. Michel Fugain, quand votre prochain concert ici? On vous attend. Hein. Oh, je vais en faire à Tel Aviv, je vais en faire un à Césarée dans le théâtre. Putain, je l'ai vu cet après-midi. Ça vous a donné envie de chanter? Vous imaginez la balle acoustique extraordinaire? Absolument. Ah, ça, on viendra vous voir partout. Hein. Vous savez qu'on est 12, nous, quand même, sur scène. Hein. Parce que je ne suis plus Michel Fugain, je suis Fugain et Pluribus. Ah bon? Oui, c'est pas des blagues. Donc après le Big Bazar, c'est devenu Michel Fugain, mais maintenant Fugain et Pluribus. Voilà, d'accord. On a créé ça il y a 2 ans. Et c'est 12 musiciens, mais c'est pas un orchestre, c'est une bande. Et les gens voient pas tout de suite la différence, mais quand ils voient le spectacle, ils comprennent évidemment que c'est une bande. Un spectacle tout arrangé, musicalement, par un type qui s'appelle Pierre Bertrand, qui fait partie de l'équipe, bien sûr, est un musicien très, 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 très connu à Paris, très connu dans le monde de la musique, parce que c'est un musicien exceptionnel. Et c'est à tomber. Bon, écoutez, on attend avec impatience. Ah, vous nous tenez au courant vite. Oui, sauf que c'est un peu une usine à gaz et qu'on est lourd à voyager. Voilà. Écoutez, on vous attend avec plaisir et de la place pour tout le monde ici en Israël. Donc on a dit Tel Aviv, Césarée, le rendez-vous est pris. J'adorais ça. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'était un plaisir de vous rencontrer. Je suis un tchatcheur, je suis désolé. Mais non, mais c'est avec plaisir. On ne coupera rien de cette émission, c'est promis. Merci. Voilà, il nous aime et on l'aime aussi, on tenait à lui dire. On va passer à d'autres sujets, au golf, qui est arrivé de manière magistrale en Israël, cette destination boudée jusqu'à présent par les amateurs qui préféraient de loin la Turquie. Eh bien, Israël va sans doute devenir un nouvel Eldorado pour les golfeurs. Organisé à Césarée, le golf de 18 trous a ouvert les conditions
optimale aux professionnels mais aussi aux amateurs, car le concept de cette première édition, c'était de faire jouer tout le monde ensemble. Ambiance chaleureuse, mais sérieux quand même, hein, de rigueur, vous allez voir. Caroline Amouyal et Isabelle Dajou se sont rendues pour vous à Césarée, et d'ailleurs partout, tout autour de cette organisation absolument incroyable. Il y a eu une semaine de fête, regardez. Pari gagné pour Marc Harari, l'organisateur du tournoi. À 3 jours de clôture du tournoi de l'Alps Tour, c'est sous le signe de la paix que se déroule cette finale inédite en Israël. C'est la première fois que nous venons en Israël. C'est une excellente expérience. Vous savez, en Italie, Israël est toujours présentée comme étant dangereuse, mais cela ressemble à l'endroit le plus sécurisé du monde. La ville et la mer paraissent tellement belles pour venir en vacances. Des 54 joueurs sélectionnés, le directeur du golf retiendra leur enthousiasme sur le parcours du golf de Césarée. Une immense émotion après 2 ans de travail afin de réaliser ce tournoi. L'année dernière, il a dû être annulé à cause des événements. Cette année, nous étions déterminés à le réaliser. Après 60 ans, c'est la première fois que nous recevons 54 professionnels et 40 amateurs pour une compétition internationale. Divisé en 2 tours, l'un pour les professionnels et l'autre pour les amateurs. La satisfaction du jeu était déjà présente pour l'ensemble des joueurs. Moi, j'ai toujours eu Israël comme un lieu évidemment auquel je suis attaché pour plein de raisons. C'est important d'organiser un tournoi comme ça et de montrer qu'on peut à la fois vivre ce qu'on vit ici et puis ne pas se comporter de manière irresponsable dans la vie. Mais déjà, le golf, en termes de difficulté, mais en termes de préparation, est incroyable. Et tous les pros qui sont ici le disent, ils sont surpris par la qualité, voire même par la préparation du parcours. Et je les entends tous dire, on a joué, je ne sais pas combien, 20 ou 25 parcours cette année. C'est peut-être le plus beau qu'on ait fait. Donc. Parmi eux, l'étoile du golf israélien, Assaf Cohen, âgé de 22 ans seulement, est déjà champion d'Israël 7 ans d'affilée. C'est extraordinaire, un événement de cette envergure, avec des professionnels mondiaux. Unique événement golfique organisé sur le seul parcours 18 trous du pays. Ce tournoi s'inscrit avec l'ambition de donner la visibilité à la pratique du golf en Israël. Isabelle Dajou, alors Israël, nouvelle destination pour le golf ? Je pense que ça pourrait être une nouvelle destination, mais il serait fortement conseillé de construire un autre parcours de 18 trous afin de rentabiliser. Si on prend l'exemple de la Turquie, ils ont 19 parcours de golf et un parcours de golf coûte 5 millions de dollars pour le construire, mais rentabilise, génère 100 millions de dollars par an. Donc oui, effectivement. Bon, ça fait depuis le début du siècle que le golf n'est plus représenté aux Jeux Olympiques. Cette année, en 2016, les Jeux Olympiques au Brésil. Et là, le grand retour du golf. Une médaille israélienne peut-être ? Espérons-le. En tout cas, il y a la golfeuse professionnelle Laetitia Beck, qui est la seule golfeuse qui est sur la photo, qui est la seule golfeuse qui fait partie du LPGA concours, qui aujourd'hui a de grandes chances de faire partie des prochains Jeux Olympiques. Caroline, en tous les cas, ce tournoi-là, il a déjà été annulé une fois, parce qu'il y avait des conditions géopolitiques un petit peu difficiles, mais cette fois-ci, ils l'ont maintenu. Hein. Oui, alors le tournoi avait dû être annulé l'année dernière, qui devait être organisé à l'automne 2014, et finalement, Marc Harari, l'organisateur, a décidé de le reporter. Et même si à l'époque le conflit entrait dans une phase d'accalmie à la fin août, il a décidé de l'annuler parce que les joueurs ne se sentaient pas en confiance pour venir. Ils avaient un peu l'image d'un pays à feu et à sang. Cette année, c'est différent, même s'il y a eu des attaques. Depuis le début octobre, ce ne sont plus des roquettes lancées à l'aveugle sur l'ensemble du pays, ce sont des attaques localisées. Donc les joueurs se sentent moins menacés de ces arrêts. Et nous-mêmes, on a vraiment senti peu de stress sur le green avec Isabelle. Bien au contraire, Stéphane Fraisse, par exemple, il nous a confié qu'il avait entendu un bruit qui résonnait au lointain et que ça lui avait fait tout drôle. Mais au final, une bonne atmosphère s'est dégagée du tournoi. Merci beaucoup, Caroline. On passe tout de suite à vous, Julia Ganancia, notre spécialiste innovation. Bonjour. Alors, cette semaine, Valérie, vous allez nous parler d'une société israélienne qui voudrait remplacer l'essence par l'eau. Est-ce que c'est une plaisanterie, Julia? C'est tout à fait sérieux, Valérie. C'est en tout cas l'idée, a priori farfelue, je vous l'accorde, qui a été formulée par la société israélienne Finergy. Alors, et si le carburant des voitures n'était plus le pétrole, mais l'eau, le principe est en fait simple. Il s'agit de faire cohabiter une batterie au lithium traditionnelle avec une batterie élaborée à partir d'aluminium. Alors que la première va servir en fait au niveau des trajets courts du quotidien, la seconde s'utilise pour les distances plus longues. Son fonctionnement, c'est le même que celui
celui d'une pile à combustible. Au contact de l'eau contenue dans la batterie et de l'air extérieur, les plaques d'aluminium produisent une réaction chimique qui libère de l'électricité et qui alimente la batterie et le moteur du véhicule. On peut avoir une autonomie de 1600 km et justement pour vous donner un ordre d'idée, c'est 8 à 10 fois plus que les modèles électroniques les plus connus. Par exemple Renault Zoé. Ça vous dit sûrement quelque chose, oui. Ou BMW i3. Parce que le principal problème en fait sur les voitures électriques, c'est le manque d'autonomie, c'est ça? Oui, c'est l'une des principales faiblesses. Il faut d'ailleurs préciser que concernant la recharge, la batterie ne pourra pas se recharger sur une prise de courant secteur. Après les 1600 km, eh bien, elle doit être tout simplement remplacée. Eh bien, mesdames, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Chers téléspectateurs, restez avec nous. i24 News vous informe en direct tout au long de la journée. Merci à vous, restez bien branchés.